Nos pires ennemis sont souvent ceux qu'on soupçonne le moins. Dans cet épisode de Killer, petit meurtre entre collègues, deux jeunes employés d'un hôtel de plein d'avenir. Ils étaient tous les deux irréprochables. Leur service était impeccable. Ils étaient ponctuels, efficaces, sérieux et travailleurs. Sont tués dans des circonstances mystérieuses. On les a trouvés au milieu d'une scène de crime particulièrement scabreuse. Ça ressemblait à une sorte de rituel. C'était la manifestation d'une rage extrême, d'une grande frénésie. Ça n'était pas un crime ordinaire. Dans leur quête du coupable, les policiers s'engagent dans une enquête sombre et perbante. Il avait cette colère latente qui pouvait éclater à tout moment. Mais à mesure que les indices s'accumulent, l'affaire prend une tournure inattendue. Les enquêteurs se sont retrouvés dans une situation totalement déconcertante. En 14 ans de service, je n'avais encore jamais vu ça. Londres, 10 août 2011. Il est aux alentours de 15h15 quand les responsables de l'hôtel Radisson Blu Edwardian de l'aéroport de Heathrow appellent les secours pour signaler la disparition de 3 de leurs employés. Ils étaient censés prendre leur poste à 15h et ils ne se sont pas présentés à l'hôtel. Ça ne leur ressemblait absolument pas. Plus le temps passait et plus tout le monde s'inquiétait. Le personnel de l'hôtel avait bien entendu tenté de les joindre par téléphone à plusieurs reprises, mais en vain. Quand les policiers sont arrivés sur place, on leur a dit que 2 de ces employés vivaient dans un appartement de fonction derrière l'hôtel. Ils ont donc commencé par là. Ils ont d'abord frappé à la porte pour vérifier si quelqu'un était à l'intérieur, mais personne n'a répondu. Ils ont dû forcer l'entrée. Au moment de pénétrer dans la chambre, les policiers sont loin de se douter de ce qui les attend. Ils ont découvert un véritable bain de sang. Une jeune femme morte était allongée sur le sol. Elle avait subi une attaque au couteau d'une violence extrême. Une trace de sang s'étendait au sol tout le long du séjour jusqu'à la chambre. Une autre victime se trouvait à l'intérieur de cette même pièce. Il s'agissait du corps d'un jeune homme nu qui reposait sur le lit. Ils se sont rendus compte qu'il avait lui aussi été poignardé. Les victimes sont identifiées. Ce sont 2 des employés disparus. 2 réceptionnistes âgés de 20 ans, Tibor Vass et Alice Adams. C'était non seulement atroce, mais surtout improbable. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attend à découvrir une telle scène. L'hôtel Radisson Edwardian est un 5 étoiles où le luxe et l'opulence prédominent. Qui pouvait bien vouloir du mal à ces 2 jeunes employés? Ça restait un mystère. Tibor est né et a grandi à Budapest en Hongrie. Et ses origines modestes ne l'empêchent pas d'avoir beaucoup d'ambition. Il était issu d'un milieu pauvre, mais malgré les difficultés de la vie, il avait réussi à tirer son épingle du jeu. C'était un musicien prodigieux. Il était capable de jouer de n'importe quel instrument qui lui tombait dans les mains. Sa grand-mère lui avait offert un piano, et c'était devenu son instrument préféré. C'était un piano vieux de 100 ans, mais il l'utilisait régulièrement et il le maîtrisait parfaitement bien. Il avait même appris à sa petite sœur à en jouer. C'était vraiment un jeune homme très doué. En 2006, à l'âge de 15 ans, la vie de Tibor prend un premier virage quand son père meurt soudainement. Tibor est alors devenu la figure paternelle de la famille. Mais en raison de son très jeune âge, sa mère a dû se battre seule pour joindre les 2 bouts et parvenir à faire vivre toute sa famille en Hongrie. Il a tout fait pour tenter d'améliorer les conditions de vie de sa famille. En 2008, il a tenté de s'inscrire à l'université de Budapest, mais malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue. Il avait prévu de tenter à nouveau sa chance l'année suivante. Mais finalement, Tibor décide de déménager à Londres pour trouver du travail. Londres représentait pour lui la chance d'un nouveau départ dans une grande métropole européenne. Il était libre de venir travailler au Royaume-Uni et de gagner davantage qu'en Hongrie. Il était venu à Londres par ambition professionnelle. Cela ne faisait aucun doute.
En août 2010, à l'âge de 19 ans, Tibor se voit offrir la chance de sa vie. Il avait trouvé un emploi à l'hôtel Radisson Edwardian, qui se trouvait à 2 pas de l'aéroport d'Heathrow. C'était le passage obligé des voyageurs en transit ou des hommes d'affaires qui se rendaient à l'aéroport. Tibor aimait apparemment beaucoup son travail. Il avait très vite réussi à se faire des amis au sein du personnel de l'hôtel. Et tout le monde semblait l'apprécier. Tibor était très attaché à son allure, son style était toujours impeccable. C'était un garçon très élégant, très soigné de sa personne. Et il fréquentait un club de sport de manière régulière. Sa condition physique comptait beaucoup pour lui. Sa vie était entièrement liée à son travail. Il y excellait. Il était très respecté de ses collègues. Tibor s'était notamment lié d'amitié avec Alice Adams, une jeune femme de 20 ans. Alice était une fille du cru. Elle vivait avec sa famille à Buckinghamshire. Et comme Tibor, elle avait une passion pour la musique. Elle possédait de solides connaissances artistiques. Elle jouait de la guitare. C'était une personnalité très attachante. En travaillant à l'hôtel, Alice s'économisait pour pouvoir faire le tour du monde. Le mariage de la tante d'Alice avait lieu ce mois-là à Hawaï. Ses sœurs et sa mère s'y rendaient également. Tout avait été organisé et la jeune femme en était absolument ravie. Et dès son arrivée, Alice avait contaminé tout le monde par son enthousiasme. Elle était sociable et pétillante, très bien intégrée au sein du personnel. Et les clients semblaient également beaucoup apprécier son travail. Tibor et Alice décrochent très vite un poste de permanent à l'hôtel. Mais malgré son amour pour Londres, le jeune homme est déterminé à retourner à Budapest pour venir en aide à sa famille. L'année suivante, il a déposé à nouveau un dossier de candidature à l'université de Budapest qui cette fois a été accepté. Il allait rentrer chez lui pour poursuivre son rêve universitaire. Tibor devait partir le 30 août 2011. Mais les retrouvailles tant attendues avec sa famille n'auront jamais lieu. À peine 3 semaines avant son départ, Tibor et son amie Alice sont retrouvés morts. La police n'a aucune idée du mobile de ces meurtres odieux. Ils étaient jeunes et pleins de vie. Ils ont été retrouvés au milieu d'une scène de crime particulièrement scabreuse. Un assassin capable de tuer 2 personnes l'une après l'autre était en fuite. En inspectant la scène de crime, les enquêteurs découvrent des indices déconcertants. Ils ont été tués de manière extrêmement violente. On aurait dit une exécution qui aurait été effectuée dans le cadre d'une sorte de rituel étrange. La police de Londres enquête sur les meurtres effroyables de 2 employés d'un hôtel de luxe. Tibor Vass, un jeune homme de 20 ans, et son amie Alice Adams. 3 employés de l'hôtel manquaient à l'appel du service de 15 heures. Donc la police s'est rendue sur place pour aller frapper à la porte de leur chambre. Tibor et Alice ont été retrouvés poignardés à mort dans l'appartement du jeune homme qui se trouvait juste derrière l'hôtel. Les policiers étaient non seulement confrontés à 2 meurtres d'une violence extrême, mais un 3e employé était aussi porté disparu. En arrivant sur une scène de crime, le premier réflexe de la police consiste à boucler le périmètre pour en limiter l'accès. Les enquêteurs sont systématiquement accompagnés d'une équipe de scientifiques chargée de passer la scène au peigne fin pour récolter des preuves. On essaie de se faire une idée du contexte, de la personnalité des victimes, et on tente de comprendre comment elles ont pu se retrouver là. Il n'y a aucune trace du 3e employé disparu. Aucun signe d'effraction et apparemment rien n'a été volé. Il semble qu'une soirée ait dégénéré la nuit précédant le meurtre. On a retrouvé un grand nombre de bouteilles d'alcool vides et il y avait des traces de consommation de drogue un peu partout dans l'appartement. La police a relevé la présence de poppers. Il s'agit en quelque sorte d'une drogue relaxante qui se consomme en inhalant. On l'utilise essentiellement pour se débarrasser de ses inhibitions. Les enquêteurs ne savent pas encore si les drogues ont un lien avec les meurtres. Mais cela semble probable, considérant l'extrême violence de la scène de crime. Elle avait reçu 22 coups de couteau sur le buste et le dos. Ça témoignait d'une rage extrême, d'une grande frénésie. Pour les enquêteurs, il s'agissait de bien plus qu'un simple crime.
Le meurtrier connaissait Alice personnellement. La position dans laquelle elle se trouvait ne pouvait que confirmer cette hypothèse. On l'a retrouvée recouverte de sang avec un oreiller sur le visage. Ça pouvait signifier que son meurtrier ne voulait pas voir ce qu'il lui avait fait, ou était incapable de supporter son regard si elle avait les yeux ouverts. Quand les enquêteurs commencent l'examen du corps de Tibor, la scène de crime sombre un peu plus dans le macabre. Tibor était allongé sur le lit, sur le dos. Il avait les genoux et les jambes légèrement relevés, avec les mains posées sur les hanches. Il semblait avoir été positionné comme un mannequin dans un magasin. Le médecin légiste a rapporté que Tibor avait reçu 2 coups de couteau au cœur, mais qu'il ne se trouvait pas sur le lit quand cela s'était produit. Il était totalement nu. Il avait été poignardé à mort. Théoriquement, on aurait dû retrouver du sang partout, sur Tibor et tout autour de lui. Mais contre toute attente, il n'y en avait pas. Les enquêteurs ont réalisé que le corps de la victime avait été nettoyé. Ils n'ont pu relever que des traces de sang dilué. Compte tenu des éléments de preuve, les policiers pensent que Tibor a été poignardé sur le sofa et a été transporté par la suite. Il avait une petite égratignure dans le bas du dos, ce qui prouvait qu'il avait été traîné sur une surface abrasive. Son corps avait été déplacé puis mis dans cette position, mais ils ne savaient pas pourquoi. De mon point de vue, c'était assez inhabituel. La seule explication valable pour moi, c'était que le meurtrier avait probablement dû s'adonner à une sorte de rituel étrange. Un examen plus poussé révèle d'autres détails particulièrement singuliers. Les 2 victimes avaient été attaquées au couteau, mais il n'y avait aucune blessure défensive. Alice avait une coupure sur le bras, mais celle-ci aurait dû être beaucoup plus marquée si elle avait essayé de se défendre contre son agresseur. C'était totalement incompréhensible. Soit ils avaient été pris par surprise, soit la drogue et l'alcool qu'ils avaient consommés en quantité avaient annihilé leurs réflexes. Et si vous ajoutez à cela le fait que les enquêteurs n'ont pu trouver aucune trace du meurtrier dans l'appartement, il paraît clair qu'il ne s'agissait pas d'une attaque surprise. Quelqu'un avait tout prémédité. Il y avait du sang sur le seuil de la porte et un peu partout à l'intérieur de l'appartement, mais rien à l'extérieur. On s'attendait à en trouver dans le couloir, car le meurtrier aurait forcément dû laisser des traces derrière lui. Le tueur semble avoir agi en conscience. Cependant, il n'a pas pris le soin de se débarrasser de l'arme du crime. En inspectant l'appartement, on a retrouvé plusieurs couteaux ensanglantés. Les blessures infligées à Alice pouvaient faire croire à un crime passionnel. Mais paradoxalement, ce qui est arrivé à Tibor faisait davantage penser à un crime froidement exécuté et planifié avec méthode. Il s'agissait manifestement d'un crime qui sortait de l'ordinaire. Les enquêteurs, bien qu'expérimentés, ne parvenaient pas à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Les caméras de surveillance de l'hôtel ne permettent pas d'en apprendre davantage. Les policiers se tournent vers les collègues de Tibor et Alice dans l'espoir d'obtenir des éclaircissements sur les circonstances de leur mort. Ils ont interrogé les membres du personnel qui travaillaient avec eux au quotidien. Selon eux, Tibor et Alice étaient d'excellents éléments. La qualité de leur service était irréprochable. Ils avaient la réputation d'être ponctuels, efficaces, sérieux et travailleurs. Les policiers ont appris qu'Alice ne travaillait dans l'établissement que depuis quelques semaines. Elle était très proche de Tibor, mais il n'y avait rien entre eux. Ils avaient simplement beaucoup de centres d'intérêt en commun. Alice et Tibor entretenaient une relation d'amitié. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté sur ce point. Il n'y avait pas de sentiment amoureux entre eux. Selon les employés, la soirée organisée dans l'appartement de Tibor avait eu lieu pour fêter son entrée à l'université. Tibor Vass était sur le point de retourner en Hongrie pour poursuivre ses études. Il avait voulu marquer l'événement. C'était une fête pour son départ. Il était sur le point de quitter Londres et retourner au pays, et il en était très heureux. Leurs collègues de travail étaient présents. Tout le monde buvait, Alice jouait de la guitare, il chantait. Ils ont apparemment passé une bonne soirée. Au petit matin, il ne reste plus dans l'appartement qu'Alice et Tibor et son colocataire Attila Ban, un homme de 31 ans.
C'était la première fois que les policiers entendaient parler de ce colocataire. Et non seulement Attila vivait avec Tibor, mais il était aussi l'un des managers de l'hôtel. Et ce troisième employé manquait à l'appel. Ce policier ignorait si c'était une autre victime, s'il avait été kidnappé ou s'il était impliqué dans le double meurtre. En partant à la recherche du colocataire disparu, les enquêteurs découvrent qu'il a un mobile potentiel. On a commencé à penser qu'il pouvait s'agir d'une vengeance. Les enquêteurs sont confrontés à une affaire singulière dans un hôtel 5 étoiles de Londres. 2 employés ont été tués et un troisième a disparu. Mais s'agit-il réellement d'une victime ou bien d'un suspect potentiel? Certains témoins et collègues de travail nous ont révélé que Attila Ban avait totalement disparu des radars. On a donc lancé un avis de recherche pour tenter de le retrouver. Ils ont essayé de l'appeler sur son portable. Malgré l'absence de réponse, les policiers ont réussi à localiser le téléphone d'Attila. Le portable avait borné à une antenne proche de l'hôtel, mais ils ne parvenaient pas à déterminer où il se trouvait exactement. Il était là, tout proche, mais on ne le trouvait pas. C'était très étrange. Les enquêteurs poursuivent l'interrogatoire des autres membres du personnel de l'hôtel, espérant en apprendre davantage sur Attila, et plus particulièrement sur sa relation avec Tibor et Alice. Attila Ban était hongrois comme Tibor, mais selon plusieurs personnes qui le connaissaient bien, son histoire était radicalement différente. Enfant, il avait été maltraité et placé chez ses grands-parents qui l'avaient élevé. Plus tard, à l'âge adulte, Attila est confronté à de nombreuses épreuves. Il avait réalisé qu'il était homosexuel à l'âge de 17 ans. Et il s'était rendu compte, pour cette raison, combien il était difficile de vivre en Hongrie. Il s'était beaucoup battu pour tenter d'assumer sa sexualité, dans un pays qui n'était pas nécessairement bienveillant à l'égard des personnes comme lui. Il avait fait le triste constat que les gens n'étaient pas particulièrement tolérants vis-à-vis de ses choix. Et il avait fait part de ses difficultés à ses proches. Le combat quotidien auquel se livre Attila en Hongrie l'amène à changer de vie. Il était brillant. À l'âge de 25 ans, il avait voyagé aux États-Unis et avait travaillé là-bas pendant quelque temps. Les gens étaient beaucoup plus tolérants vis-à-vis de sa sexualité. Attila s'en était plutôt bien sorti aux États-Unis où il avait acquis une solide expérience. Mais après quelques années passées là-bas, il avait décidé de déménager à nouveau. Il était venu à Londres pour progresser dans son métier et faire carrière dans l'hôtellerie de luxe. Il avait déjà eu des postes importants aux États-Unis dans le domaine de l'industrie hôtelière. En venant au Royaume-Uni, sa première intention était de visiter le pays. Mais il a très vite obtenu un emploi au sein de l'hôtel Radisson. Attila excelle au Radisson. Il devient rapidement un des meilleurs éléments de l'établissement. En 2010, à l'âge de 30 ans, Attila obtient même le titre d'employé de l'année. C'était une récompense très prestigieuse selon ses collègues. Il était très efficace dans son travail. C'était quelqu'un de sociable. Il était avenant et sûr de lui. Il avait un rapport très fluide et cordial avec les clients. En réalité, personne ne nous a jamais parlé d'Attila Ban négativement. Pour le récompenser, ses dirigeants le logent dans l'un des plus beaux appartements de l'hôtel. Il n'y avait que quelques appartements de ce standing. C'était donc une belle promotion de se voir attribuer l'un d'entre eux. À ce moment-là, il était déjà manager et rien ne semblait l'arrêter. Une carrière magnifique s'offrait à lui. La même année, Tibor Vass est employé comme réceptionniste de l'hôtel et une amitié se tisse rapidement entre les deux hommes. Attila a reconnu en Tibor un compatriote hongrois avec lequel il pouvait avoir un certain nombre d'attaches. Tibor avait 20 ans, Attila 31. Donc Tibor considérait probablement Attila comme une sorte de grand frère, comme un exemple à suivre. Attila Ban a pris Tibor sous son aile. Il l'encourageait au travail, il était clairement impressionné par sa personnalité, il voyait en lui une véritable âme sœur. Attila prodigue de précieux conseils à Tibor et lui procure un toit. Tibor vivait dans une chambre de location miteuse. Et au moment où il a confié à Attila qu'il détestait cet endroit, ce dernier lui a tout de suite proposé d'emménager avec lui.
Il n'y avait pas de secret à propos de la sexualité d'Attila, et rien ne laissait penser que Tibor était lui aussi homosexuel. Il était heureux de l'avoir comme colocataire. Il était plus âgé et il venait du même pays. Quand Alice a commencé à travailler à l'hôtel, Attila a été le premier à lui tendre la main. C'est même lui qui l'a présenté à Tibor. Et ils sont tous les trois devenus de très bons amis. Mais Attila a disparu. Et comme des témoins l'ont vu sur la scène de crime, il est désormais considéré comme un suspect crédible. Mais encore faut-il lui trouver un mobile. Il s'entendait à merveille avec ses deux collaborateurs qui étaient à la fois charmants, jeunes et sympathiques. Il n'avait donc a priori aucune raison de vouloir les tuer. Les enquêteurs ne savaient toujours pas comment expliquer la sorte de rituel étrange dont Tibor avait été la victime. Ils ont donc décidé de commencer par l'autre victime. Les policiers pensaient qu'Alice était la cible. Il semblait que la colère du meurtrier avait été dirigée contre elle. Quand les enquêteurs épluchent les relevés téléphoniques d'Alice, ils font une découverte intéressante. L'analyse du portable de la jeune femme a révélé une série de textos qui avaient été échangés assez tard durant la nuit où elle a été tuée. Elle était entrée en contact avec Tad, l'un de ses ex. Selon les résultats de l'enquête, ils étaient sortis ensemble pendant un bon bout de temps et venaient tout juste de rompre. Ils avaient déménagé dans une autre région du Royaume-Uni pour intégrer une université. Ils se voyaient à l'occasion. Et ils s'étaient rapprochés à nouveau quelque temps avant le meurtre. Les relevés téléphoniques montrent que Tad et Alice ont été en contact la nuit où elle a été tuée. Ils échangeaient des textos pendant qu'elle était à la soirée et l'un de ces messages a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Elle lui a dit qu'elle était au lit avec Attila, son manager. Et elle lui a aussi précisé que Tibor était en train de vomir. Il avait apparemment trop bu. Les enquêteurs ne savaient pas exactement où en était leur relation à ce moment-là, mais la plupart des garçons n'apprécient guère de savoir que leur petite copine est au lit avec un autre. Le petit ami d'Alice l'a-t-elle retrouvé à l'appartement pour se venger? Il a pu être jaloux de la situation. Il se serait alors rendu à l'appartement, il aurait tué Alice et Tibor et kidnappé Attila. Et en poussant le raisonnement, ce dernier pouvait déjà très bien être mort lui aussi. La piste du petit ami est toujours celle que vous voulez privilégier. Alice a été en contact avec lui au cours de la soirée. Et elle lui a clairement dit qu'elle était au lit avec Attila, son manager. Mais les éléments de preuve trouvés à l'intérieur de l'appartement indiquent qu'il s'agissait bien plus que d'un simple rendez-vous amoureux. Les ADN de Tibor et d'Attila ont été retrouvés sur Alice. Et on a découvert que l'ADN d'Attila Ban était également présent sur Tibor. Il y avait manifestement eu un rapport sexuel entre les trois protagonistes au cours de la soirée. Rien ne semble suggérer qu'un tel rapprochement ait déjà eu lieu entre eux avant la nuit du meurtre. Tad a-t-il surpris sa petite amie dans un plan à trois et laissé éclater sa rage? Les enquêteurs se lancent à sa poursuite pour en avoir le cœur net. Il n'avait pas du tout le profil d'un tueur implacable. Il semblait complètement perdu et a affirmé être resté chez lui toute la nuit après avoir parlé à Alice. Il avait un alibi assez solide à faire valoir. Il a échangé un dernier texto avec Alice aux alentours de 3h30 du matin. Cela prouvait que le téléphone de Tad se trouvait bien chez lui à ce moment-là. Mais en revanche, cela ne voulait pas nécessairement dire qu'il ne mentait pas. Il n'avait pas forcément son portable avec lui ce soir-là. Les policiers ont donc demandé un mandat de perquisition. On a examiné ses vêtements à la recherche d'une éventuelle trace de sang ou d'un quelconque indice pouvant établir sa présence sur la scène de crime. Et il n'y en avait pas. Il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable des meurtres. Mais alors, qui a assassiné Tibor et Alice? Tout en suivant la piste de l'éventuelle implication de Tad, les enquêteurs reçoivent une information surprenante de l'un des collègues des victimes. Les policiers ont été avertis d'une publication effectuée par Attila Ban sur un réseau social. Vers 7h30 du matin, le lendemain du meurtre, il avait publié ces quelques mots. « Je voudrais me réveiller de ce cauchemar ». Cette phrase nous a bien entendu interpellés. D'après ce que nous savions de lui, ça ne lui ressemblait pas. Cette publication à la connotation sinistre n'avait aucun sens. Ce message crypté fournit cependant une indication précieuse aux enquêteurs.
Cela prouvait qu'Attila Ban était manifestement en vie. Mais nous n'avions aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Et si Attila n'était pas une victime, il n'y avait qu'une alternative possible. Attila Ban était devenu un suspect évident. Il fallait que les enquêteurs le trouvent le plus vite possible pour enfin pouvoir comprendre ce qui s'était passé. Les policiers retournent à l'hôtel pour interroger à nouveau les amis d'Attila. Et cette fois, ils en apprennent davantage sur le meilleur employé de l'année. Ses collègues ont hésité à en parler au départ. Mais il semble que tout le monde savait qu'Attila appréciait un petit peu trop Tibor. En réalité, il avait eu un coup de foudre pour lui. Il s'était rapproché de Tibor qu'il considérait comme un compatriote. Mais ça a très vite été plus profond que cela. Tibor était un très beau garçon. C'était un jeune homme plein de charme. Les collègues d'Attila affirment qu'ils savaient pertinemment que Tibor n'était pas homosexuel. Mais il a pu espérer le faire changer d'avis. Attila avait fait en sorte que leurs emplois du temps correspondent, pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils finissent aux mêmes horaires. Et il s'était arrangé pour qu'ils partagent le même appartement. Comme ils passaient davantage de temps tous les deux, ils ont appris à mieux se connaître et Attila est tombé amoureux. Il avait un comportement que je décrirais comme excessif. Il était complètement obsédé par Tibor. Le problème, c'est que ça n'était pas du tout réciproque. Tibor n'était pas intéressé. Il aimait les femmes. Si pour certains l'obsession d'Attila pour Tibor ne faisait apparemment pas l'ombre d'un doute, on ne sait pas pour autant si le jeune Hongrois s'en était rendu compte. Dans les mois qui ont précédé les meurtres, l'amitié entre Tibor et Attila a commencé à battre de l'aile. Tibor ne supportait pas tout ce qu'Attila faisait pour lui, son encouragement permanent au travail et son favoritisme outrancier. Ils se disputaient fréquemment, notamment quand Attila se rendait compte que Tibor l'excluait d'une conversation ou ne le conviait pas à une réunion entre amis. Lors d'une sortie entre collègues, Tibor avait payé sa tournée et avait accidentellement oublié Attila. Ce dernier s'était alors senti totalement rejeté et cela l'avait apparemment beaucoup contrarié. Certains collègues ont même un jour été témoins d'une violente altercation entre eux. Tibor avait organisé une séance photo pour l'ensemble du personnel. Et Attila n'apparaissait pas sur celle qui avait été choisie pour représenter l'équipe. Il avait été exclu de la prise de vue, et ça ne lui avait pas du tout plu. La situation se détériore encore davantage à mesure que Tibor se rapproche d'Alice. Elle représentait un obstacle pour Attila qui espérait beaucoup de sa relation naissante avec Tibor. Attila en était extrêmement agacé. Il était clairement jaloux de toute personne pouvant entrer en contact avec Tibor. Il voulait qu'il lui consacre tout son temps. Il l'avait accueilli dans l'appartement. Comment Tibor osait-il le délaisser pour cette femme qui venait tout juste d'arriver? Cela a-t-il suffi pour qu'Attila cède à la violence? Il y avait cette colère qui grandissait en lui. Et il semble qu'elle pouvait éclater à tout moment. Tout cela a été amplifié par le fait que Tibor avait l'intention de quitter le pays. Pour nous, c'est ce qui a principalement motivé Attila à commettre ces meurtres. Le petit ami d'Alice ayant été mis hors de cause, Attila Ban devient le suspect numéro 1. Mais un problème subsiste. Nous n'avions absolument aucune idée de l'endroit où il pouvait bien se trouver. Non seulement la police ignorait où il était, mais elle ne comprenait pas non plus comment il avait pu s'échapper de la scène de crime sans être aperçu. Les enquêteurs ont étudié un certain nombre de possibilités. Il avait pu se cacher dans le faux plafond et sauter par l'une des fenêtres. Ou bien, en étant particulièrement calculateur, il avait pu prendre le soin de déposer une paire de chaussures à l'entrée, afin de les mettre après avoir commis son crime, et pouvoir s'enfuir sans laisser de traces. On a regardé s'il y avait un faux plafond, des combles, ou le moindre espace caché qui aurait pu correspondre à une sortie de secours ou une porte dérobée qui offrirait une autre issue. Mais il n'y avait rien de tout cela. Toutes ces pistes se sont avérées infructueuses. Attila restait mystérieusement introuvable. L'enquête était au point mort. La police scientifique est retournée dans l'appartement pour tenter de trouver de nouveaux indices. En inspectant la scène de crime d'un peu plus près, les enquêteurs font une découverte incroyable. C'est le genre de choses qu'on ne voit que dans les films. Et encore. Je pense qu'ils ont dû réellement halluciner. L'enquête sur le double meurtre de Tibor Vass et Alice Adams a débuté il y a 2 jours.
Les enquêteurs ont réduit la liste des suspects à un seul nom, Attila Bahn, le colocataire jaloux de Tibor. Mais celui-ci demeure introuvable. C'est comme s'il s'était volatilisé. Dans l'espoir de découvrir de nouvelles pistes, la police de Londres retourne sur la scène de crime. Mais dès leur arrivée, les enquêteurs remarquent un fait singulier. La police retourne sur place pour vérifier si un indice a pu leur échapper. Et arrivé dans l'appartement, ils découvrent que la porte de la chambre qui était restée ouverte était désormais fermée. Ils se sont rendus compte qu'un certain nombre d'éléments avaient été bougés. Une bouteille de vodka notamment, et des médicaments. Ils ont craint que quelqu'un se soit introduit sur la scène de crime par effraction. L'appartement était sécurisé pendant la nuit et un officier se tenait devant la porte d'entrée afin d'empêcher quiconque de pénétrer à l'intérieur. Ils ont d'abord cru que quelqu'un avait détruit les preuves. Mais en entrant dans la chambre du fond, ils ont découvert ce à quoi personne ne pouvait s'attendre. Mes collègues ont essayé d'ouvrir la porte, mais elle était bloquée de l'intérieur. Quelqu'un avait poussé le lit pour la coincer. Ils ont forcé l'entrée. Et c'est là qu'ils sont tombés sur Attila. Les enquêteurs retrouvent leur principal suspect allongé à plat ventre sur le lit. Il était dans un semi-coma, très alcoolisé, dans un état extrêmement confus. Il avait des coupures au poignet et à la gorge qui pouvaient laisser penser à une tentative de suicide. Il a été retrouvé avec un certain nombre de blessures superficielles, mais rien de bien méchant. Il était recouvert de sang. Il avait un couteau planté dans un bras et un autre dans une fesse. Quand les officiers de police ont réalisé que l'homme en question n'était autre qu'Attila Bahn, notre principal suspect, ils ont immédiatement procédé à son arrestation. Il était blessé, ils ont dû en premier lieu l'emmener à l'hôpital. Mais la scène de crime était inaccessible depuis 2 jours. Comment avait-il pu y pénétrer? Cela a certainement été un moment particulièrement déconcertant pour les enquêteurs qui ont découvert les meurtres. Ils ont inspecté à nouveau l'appartement en se demandant comment il avait pu tout d'un coup apparaître tout nu, comme ça. Ils ont donc à nouveau fouillé l'appartement de fond en comble. En l'examinant, les policiers découvrent un élément établissant une autre tentative de suicide. La baignoire était remplie à ras-bord et le sèche-cheveux plongeait à l'intérieur. On ne sait pas si Attila Bahn était dans la baignoire au moment où l'appareil électrique y a été plongé. Pour les enquêteurs, le mystère reste entier, jusqu'à ce qu'ils remarquent un petit détail dans la salle de bain. En jetant un œil au drap recouvert de sang, ils ont réalisé qu'un côté du canapé-lit avait été troué. Et ils ont alors immédiatement relevé le lit. Ils ont découvert un espace juste assez large pour qu'une personne puisse s'y confiner. Et ils ont compris qu'Attila ne s'était pas introduit sur la scène de crime, il y était depuis le départ. Attila avait pour ainsi dire creusé une sorte de trou dans le canapé en dessous du lit. Et il s'était caché là après avoir commis ce double meurtre. C'était ce même lit où le corps de Tibor Vass avait été découvert. Il n'avait en fait jamais quitté les lieux. Il était resté caché sous le lit pendant que les enquêteurs fouillaient la scène de crime. Les policiers sont sidérés. Le meurtrier se trouvait bien là depuis le premier instant où l'enquête a démarré. Il était juste sous leur nez. Il avait fait 2 trous dans le divan, assez grands pour pouvoir regarder ce qu'il se passait dans la chambre pendant que les policiers procédaient à leur inspection. En 14 ans de service au sein de la police criminelle, je n'avais encore jamais vu une chose pareille. C'était complètement surréaliste. Il avait avec lui un kit de survie composé d'une bouteille d'eau, d'un couteau, ainsi que de son téléphone portable, le strict minimum pour tenir là-dessous. Plusieurs membres de la police scientifique ont passé la chambre au peigne fin et il a réussi à échapper à leur vigilance. Évidemment, il avait fait ses besoins dans ce petit espace, sous le lit, dans lequel il s'était caché. On avait affaire aux meilleurs enquêteurs du pays, des policiers endurcis. Il leur en fallait beaucoup pour les surprendre. Et même eux n'en croyaient pas leurs yeux. Il semble qu'en 2 jours, Attila avait atteint ses limites. Après avoir été soigné à l'hôpital, les enquêteurs ont enfin pu l'interroger pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Mais malheureusement, il refuse de parler. Les officiers de police qui ont posé des questions à Bahn ont été surpris par son absence de réponse. C'était comme s'il était plongé dans un mutisme soudain.
Il ne pouvait répondre aux questions qu'on lui posait que par le langage des signes. C'était un langage des signes primitif qu'il avait l'habitude de pratiquer. Les policiers se demandent s'il s'agit là d'une nouvelle manipulation ou bien d'une indication de son état mental. Il venait de tuer 2 de ses plus proches amis. Il était donc possible qu'il ait subi une sorte de trouble psychotique. Mais à ce stade, quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de doute sur sa culpabilité. Attila Ban a été inculpé du double meurtre de Tibor Vass et de Alice Adams. Mais malgré cela, il a continué à se murer dans le silence. Attila refuse de parler pendant plusieurs semaines, avant de finalement passer aux aveux sur ce qui s'est passé le soir des meurtres. Il a raconté la soirée qu'il avait organisée pour Tibor. Ça devait être un moment spécial pour lui. Et Attila avait acheté de la drogue pour faire en sorte de pimenter la fête. Il a précisé qu'il avait prévu du poppers pour ses invités, puisqu'ils avaient consommé d'autres drogues de toutes sortes. Ils s'étaient amusés et avaient beaucoup bu. Tibor et Alice étaient de très bons amis, mais il semble que brusquement ce soir-là, la situation ait échappé à tout contrôle. Attila Ban raconte à la police qu'à un moment de la soirée, ils se sont retrouvés au lit tous les 3. Ce que nous savions déjà grâce au prélèvement d'ADN. Attila affirme qu'après cela, il ne se souvient plus de rien. Il a invoqué une amnésie, une perte de souvenir de ce qui s'était précisément passé après l'épisode du lit. Il a dit qu'il s'était tout d'un coup réveillé d'une forme de stupeur et découvert les 2 corps de ses amis. Il s'est dit qu'il avait dû les tuer, mais il ne se souvenait de rien de ce qui avait pu se passer. Selon moi, Attila Ban souffrait de ce qu'on appelle une forme sévère de mémoire sélective. Il a essayé de soutenir qu'il n'était pas dans son état normal au moment du meurtre de ses 2 collègues de travail. Mais le jury va-t-il le croire? Attila Ban était quelqu'un d'extrêmement sournois et manipulateur. Le 9 juillet 2012, près d'1 an après les meurtres de Tibor Vass et de Alice Adams, le procès de Attila Ban débute enfin. Attila Ban a plaidé coupable des 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire au motif d'une responsabilité atténuée. Selon lui, il ne pouvait pas être totalement tenu responsable des meurtres. Mais les procureurs ne partagent pas son avis. Ils décrivent Attila comme un homme obsédé par son colocataire, qui était devenu enragé en voyant que son affection n'était pas réciproque. Il y avait le fait que Tibor et Alice soient des amis si proches, et aussi que Tibor envisage de quitter le Royaume-Uni. Ajoutez à cela la fixation quasi obsessionnelle de Attila sur Tibor, tout cela n'a fait qu'alimenter sa frustration. Toute sa colère et sa jalousie n'ont fait que croître au fil du temps. Tibor avait décidé de rentrer en Hongrie. Attila ne l'a pas supporté. Une réaction assez classique chez une personne éprise quand une histoire d'amour finit mal. L'accusation pense que la nuit en question, le désir d'Attila pour Tibor s'est enfin concrétisé en une expérience sexuelle sous l'emprise de la drogue. Mais ça ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Tibor avait montré davantage d'affection pour Alice, et cela avait rendu Attila complètement fou. Il a compris instantanément que Tibor préférerait toujours le contact des femmes au sien. Quand Attila réalise qu'il ne pourra jamais avoir Tibor pour lui tout seul, il passe à l'acte. Attila s'est dit que s'il ne pouvait pas avoir Tibor, personne ne l'aurait. Comme aucune des victimes n'avait de blessures défensives, les procureurs se sont dit qu'Attila avait dû attendre qu'ils s'évanouissent pour les poignarder tous les 2. L'un des mystères de cette affaire était de déterminer ce qu'il s'était réellement passé et la chronologie des faits. C'était très compliqué à établir. L'accusation ne comprend pas pourquoi Attila a pris le temps de laver le corps de Tibor avant de l'étendre sur le lit. Mais il a montré qu'il était totalement conscient de ce qu'il avait fait. Je ne me risquerai pas à donner une opinion sur ce qui s'est passé, sur ce que ça peut signifier ou pourquoi ça a pu se produire. Aussi étrange que cela paraisse, il semble qu'Attila, en commettant ce meurtre, a voulu rendre hommage à l'homme dont il était amoureux. Le fait de se cacher sous le lit pendant 2 jours et de manquer à 2 reprises de se suicider n'a rien de l'attitude d'un homme innocent.
Je pense qu'il a cherché à susciter la compassion et aussi peut-être d'une certaine manière à essayer de faire croire qu'il souffrait d'une forme de maladie mentale. Quoi qu'il ait pu se passer en définitive dans sa double tentative de suicide, s'il a été incapable de se tuer, il n'a eu en revanche aucun mal à ôter la vie de ses deux collaborateurs. Les avocats d'Attila font valoir que ces actes ont été la manifestation de la dépression nerveuse sévère dont il souffrait. La défense d'Attila reposait sur le principe qu'il était malade mentalement au moment des faits. Ses avocats ont prétendu qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Ils ont même appelé Attila à la barre pour témoigner pour sa propre défense. Mais cela a été une grossière erreur. En venant témoigner à la barre, Attila Ban a plus ou moins maintenu sa version des faits. Il a bien confirmé avoir tué Alice et Tibor. Mais il n'a pas pu fournir la moindre explication rationnelle sur la manière dont il les avait tués. En guise de conclusion, il a explosé en sanglots pour essayer de convaincre le jury qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille à ses meilleurs amis dans son état normal. Ça ressemblait à une très mauvaise mise en scène. Il en faisait beaucoup trop pour être crédible. Il n'a pas obtenu l'effet escompté sur le jury, qui n'a vraiment pas compris où il voulait en venir. Pour l'accusation, la position d'Attila invoquant la maladie mentale n'est qu'une ruse supplémentaire. Il lui aurait été impossible de tenir un poste à responsabilité comme il le faisait. Il était efficace, il avait une vie sociale, tout allait bien. Attila Ban était quelqu'un d'extrêmement sournois et manipulateur. Malheureusement pour lui, son argument basé sur une potentielle maladie mentale a été réfuté. Ce qui est logique quand on considère qu'il a eu la présence d'esprit de se cacher au cœur de la scène de crime. Et aussi de prévoir des provisions pour se terrer dans le creux du canapé-lit. Une bouteille d'eau ainsi que d'autres éléments pour pouvoir survivre dans sa cachette. Quand bien même il aurait perdu le contrôle à cause d'un quelconque événement, ça n'aurait pu expliquer qu'un seul des deux meurtres. Le jury tombe d'accord. Le 18 juillet 2012, Attila Ban est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le jury a reconnu l'accusé coupable des deux meurtres pour lesquels il comparaissait, celui d'Alice Adams et celui de Tibor Vaz. Je pense que le jury a été convaincu comme moi qu'Attila Ban était un individu extrêmement dangereux et manipulateur. Un mois après sa sentence, Attila Ban finit par manifester des remords. Mais il est trop tard pour faire amende honorable. Il a présenté ses excuses aux familles des victimes. Mais se tenir debout devant eux en leur disant « Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé », c'était plus une insulte qu'un début de rédemption. Il a été condamné à la prison à vie, avec une période de sûreté de 26 ans. Ça a dû soulager les familles de le voir payer pour ses meurtres. Mais rien ne peut effacer la souffrance provoquée par la violence de ses actes. La jalousie aveugle d'un homme a entraîné la mort de deux jeunes gens pleins d'avenir et a brisé la vie de leur famille. Je n'avais jamais été confronté à une telle affaire dans le passé, et je ne crois pas qu'une pareille situation puisse se reproduire. C'est l'une des enquêtes les plus tragiques que j'ai pu avoir à diriger. Tibor Vaz et Alice Adams, deux jeunes gens avec l'avenir devant eux, ont été lâchement assassinés. Pour le meurtre de Tibor, il s'agissait d'un désir obsessionnel impossible à assouvir, mais je ne comprendrai jamais pourquoi Alice a été tuée.